Et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Aujourd'hui, nous décrypterons les résultats de la Liga et de la Bundesliga, des surprises, vous allez voir, des buts et du suspense depuis Paris. Notre consultant Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission. Et puis vous, Lise Barenbaum, bonjour. Alors bonjour. Vous avez plongé votre nez dans la presse. Vous allez tout nous raconter, évidemment, dans cette émission. Alors on va tout de suite commencer par le football espagnol. On est parti. Et on ouvre donc cette émission par le championnat d'Espagne. Le Real Madrid enchaîne une 11e victoire consécutive et écrase Grenade, 4-0. L'Atlético de son côté bat Cordoba, 4-2 avec un doublé du français Griezmann. Le Grand Barça concède la seconde défaite de suite et perd 1-0 au Camp Nou contre le Celta Vigo. Séville a été battu par l'Athletic Bilbao 1-0. Les Andalous perdent l'opportunité de prendre seul la tête de la Liga. Enfin, Valence s'impose 3-1 à Villarreal et remonte à la seconde place du classement. Alors Manu, le Real Madrid, c'est 37 buts marqués et tout ça en seulement 10 journées. C'est un vrai monstre, ce Real Madrid, cette année. Oui, ils empilent les buts comme on mangerait des bonbons finalement, avec un Cristiano Ronaldo qui est stratosphérique encore une fois en début de saison. Donc il est en train de battre ses propres records, donc c'est vous dire à quel point il est monstrueux. Mais c'est vrai que cette équipe, en ce début de saison, est impressionnante. Elle impressionne offensivement et on se demande jusqu'où iront leurs propres limites. Et puis en plus de ça, il y a un duo qui fait parler la poudre. Il s'agit évidemment de Ronaldo avec 17 buts et puis Benzema qui est magistral avec 5 buts et 5 passes décisives. Oui, c'est comme je vous dis, c'est un Benzema nouveau qu'on est en train de découvrir cette année. Il est complètement apaisé, beaucoup plus de sérénité, son jeu est beaucoup plus fluide et une complicité qui est beaucoup plus accru avec ses partenaires, notamment Cristiano Ronaldo. Il se trouve beaucoup plus facilement sur le terrain et même les yeux fermés. J'ai encore cette image de cette talonnade de Cristiano Ronaldo sur Benzema lorsqu'il marque ce but ce week-end. Donc c'est vous dire à quel point la complicité aujourd'hui, elle est vraiment exceptionnelle. Oui. Alors bien sûr, on va parler du Barça. Alors là, c'est le scénario inverse qui enchaîne une seconde défaite après le revers lors du Classico. Les Catalans qui perdent à domicile contre la surprenante équipe Manu du Celta Vigo. Ouais, je crois qu'ils ont manqué surtout de chance, voire de réalisme, parce qu'ils ont frappé, je crois, 4 fois sur la barre. Ils ont dominé outrageusement ce match. Et évidemment, ils n'ont pas fait preuve de réalisme défensif sur une des rares actions du Celta Vigo. Ils ont réussi à trouver l'ouverture. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont dans le dur, les Barcelonais. Et notamment après leur défaite lors du Classico contre Real Madrid la semaine dernière. Ils enchaînent une deuxième défaite consécutive. Et il y a beaucoup de joueurs, ténors de cette équipe qui sont loin de leur niveau. Donc c'est vrai qu'on attend une réaction depuis la rentrée justement de Suarez dans cet effectif. On attend une réaction du FC Barcelone et pourquoi pas en Champions League cette semaine. Oui. Alors Lise Barenbaum, au Barça, ça va mal. Et il y a des joueurs qui ont parfois des attitudes surprenantes. Effectivement, le Buzz Eurosport titre sur le comportement de Piqué. Sur une vidéo qui fait beaucoup de bruit en Espagne, on voit le mari de Shakira bien plus préoccupé par son téléphone portable que par le match du Barça contre l'Espagnol Barcelone en Supercoupe de Catalogne. Le défenseur a passé la plupart de la seconde période scotché sur son écran, alors que le club interdit formellement à ses joueurs de prendre leur téléphone sur le banc pendant les rencontres. À la fin de la vidéo, on voit même le défenseur chahuter les autres joueurs plutôt que de se concentrer sur la séance de pénalty. Ce sont donc des images qui alimentent le débat sur l'avenir du joueur chez les Blaugranas. Alors vous trouvez comment cette attitude? C'est quand même indigne pour un joueur de ce niveau, Manu Petit. Pour moi, c'est la suite logique de ce qui se passe autour de Piqué ces derniers mois. C'est-à-dire qu'il est plus concentré à ce qui se passe en dehors du terrain qu'à ses prestations sur le terrain lui-même. Luis Enrique, justement, après ce qui s'est passé lors du derby contre l'Espagnol Barcelone en coupe. Manu, il faut dire qu'il a une jolie femme quand même pour le distraire. Oui, ça n'empêche rien. Au contraire, ça devrait le booster davantage. Mais je dirais que Luis Enrique, il a eu très mal à travers la gorge puisqu'il l'a sanctionné. Il n'était pas présent sur la feuille de match lors de cette défaite ce week-end contre le Celta Vigo. Donc quelque part, il a besoin de retrouver un petit peu la fin qui fait l'excellence quand on veut arriver au haut niveau. Et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que Piqué n'est que l'ombre de lui-même sur le terrain. Oui. Alors on va terminer avec l'Atlético. Puis à l'image de son voisin, tout va bien pour les Colchoneros qui gagnent 4-2, on vient de le dire, contre Cordoba et qui remonte donc à la 3e place, Lise Barenbaum. Et lors de cette belle victoire de l'Atlético, il y a un joueur qui est sorti du lot. Oui, son entraîneur peut être fier de lui. Il s'agit du Français Antoine Griezmann. Diego Simeone l'avait dit dans la presse. Il attendait que son protégé devienne enfin un homme. Eh bien, c'est chose faite et c'est le site France TV Sport qui nous en parle puisque Griezmann a signé un doublé lors de la victoire de l'Atlético sur
Cordoue. Depuis le début de la saison, soit en 12 matchs, l'international français n'avait inscrit que 2 buts. Il a donc doublé son total en seulement une rencontre et son équipe rejoint le podium, en partie grâce à lui. Et très humble, le footballeur a déclaré qu'il connaissait simplement de mieux en mieux ses partenaires et que c'est ça qui était la clé de sa progression. Manu, vous pensez qu'il y a le déclic, ça y est là, pour Griezmann? Il est parti? Il y a quand même un lien de cause à effet parce que son entraîneur Simeone fait des déclarations qui sont pour moi assez protecteurs mais qui lui mettent une petite pression personnelle. Et quelques jours après, il répond parfaitement de la plus belle des manières sur le terrain en inscrivant un doublé. Donc il a doublé son compte hors but depuis le début de saison en inscrivant ce doublé. Donc vous savez, quand vous partez de la Real Sociedad, que vous arrivez à l'Atlético Madrid, effectivement, vous franchissez un palier et vous devez vous-même franchir un palier en termes de performance et d'aptitude. Donc c'est vrai qu'il y a une transition qui doit s'effectuer et il faut laisser le temps justement de pouvoir prendre connaissance de ces nouveaux partenaires, une nouvelle façon de jouer parce que l'Atlético Madrid a quand même une façon spécifique de jouer et on ne peut pas remplacer des monuments comme Diego Costa du jour au lendemain. Donc il faut lui laisser le temps et à l'heure actuelle, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Justement, Manu, j'aimerais votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe, l'Atlético Madrid, qui gagne comme ça 4-2? Moi, je trouve qu'elle a su justement assimiler, ingurgiter les départs de 2 monstres qui étaient Diego Costa et Courtois, qui sont partis tous les 2 à Chelsea, sans oublier l'arrière-gauche et également qui était parti à Chelsea. Donc 3 éléments majeurs. Malgré tout, c'est une équipe qui arrive toujours à se reproduire, à se réinventer et à toujours à arriver à l'excellence en permanence. Donc moi, c'est quand même très rare dans le sport de haut niveau, notamment en football, lorsque vous avez un sport d'équipe, de pouvoir atteindre ce genre de performance en changeant et en renouvelant à chaque fois votre effectif. Ouais. Et un mot sur Valence qui gagne 3-1 et qui remonte à la 2e place du classement. Elle a des similitudes assez marquantes avec le jeu aussi de l'Atlético Madrid, un pressing énorme sur le terrain, beaucoup de joueurs décomplexés qui jouent en première intention. C'est une jeunesse qui est en train de porter justement ces nouvelles vagues aujourd'hui à Valence avec un nouveau propriétaire qui est Lim. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, Valence est en train de renaître de ses cendres tel un sphinx et moi ça me plaît bien parce que c'est bien la première fois qu'en Liga, je trouve une saison qui est palpitante, il y a une incertitude autour du prochain champion d'Espagne. Donc moi, ça me plaît bien. Et surtout que Valence revienne dans la course avec cette jeunesse. Beaucoup de joueurs issus du centre de formation. J'aime beaucoup regarder Valence à l'heure actuelle parce qu'il me rappelle beaucoup l'Atlético Madrid. Alors avant de clôturer cette page football, on va regarder tout de suite le classement. Le Real Madrid qui prend les commandes avec 24 points. En second, on retrouve donc Valence qui poursuit son bon début de saison. L'Atlético est 3e toujours avec 23 points. Enfin, les perdants du week-end sont le Barça et Séville qui perdent leur place de leader pour reculer à la 4e et la 5e position. Et on passe tout de suite au dossier de la semaine. Et avant de devenir des stars du ballon rond, les footballeurs ont été des écoliers. Ils ont appris leur art dans des centres de formation, de véritables universités du football qui leur enseignent les rudiments de leur discipline et qui peuvent les propulser dans les plus grandes écuries européennes. La plupart des très grandes équipes abritent des centres de formation de haute qualité et au classement, c'est le Barça qui en arrive en tête, juste derrière la formation à la française, très jalousée par les Européens et qui est toujours très bien placée. Les explications avec vous, Lise Barimbaud, mais on en parle ensuite en plateau après. On y va. Si le Barça ne règne pas sur la Liga cette année, il est bien le roi incontesté de la formation des footballeurs. Selon une récente étude de l'Observatoire du football, les Catalans sont les meilleurs devant Manchester United et le Real Madrid. De grosses écuries talonnées de près par l'Olympique Lyonnais et le PSG. La Masia, usine catalane à champions, a déjà formé Xavi, Iniesta, Puyol, Fabregas, mais aussi le multiple ballon d'or Lionel Messi. Et les joueurs savent ce qu'ils doivent à leur école. Je sais d'où je viens, je dois tout au Barça, c'est grâce à lui que j'ai pu entrer dans la sélection espagnole, c'est dans cet ordre. Mais j'étais merveilleusement bien traité tant au Barça que dans la sélection espagnole et je suis très fier d'appartenir à ces 2 équipes. Et j'espère que cela durera encore de longues années. Le Barça a formé 43 footballeurs actuellement en activité dans les 5 plus grands championnats européens. Soit 7 footballeurs de plus que Manchester United, suivi par la Casablanca et ses 34 pépites. La formation rhodanienne, dauphine des Catalans lors de la dernière saison, perd 2 places mais reste le premier club français classé, preuve de l'excellence de sa formation, avec des prodiges comme Benzema et Pjanic. Remontée fulgurante pour le PSG qui ne faisait pas partie du top 20 en 2013-2014 et qui intègre cette année le top 5 européen.
Contrairement à Lyon, qui utilise ses petits prodiges, le PSG exporte ses ouailles. Mais la promotion parisienne, actuellement en activité à Paris et ailleurs, doit surtout sa qualité à la formation reçue antérieurement à l'investissement qatari. La Ligue 1 est par ailleurs le championnat où les clubs moins riches que ceux des autres ligues du Big Five doivent le plus s'appuyer sur les joueurs issus de leurs écoles. Avec près de 27% de joueurs formés sur son sol, la France reste loin devant la Première Ligue et ses 15% de joueurs maison. Depuis 6 ans, les clubs français comptent sans discontinuation plus de 20% de joueurs formés au club. Manchester United connaît la meilleure progression devant les premières places occupées par Marseille, Chelsea ou la Real Sociedad. Cette année, les Red Devils ont renouvelé leur effectif en doublant leur contingent venu de Carrington, le centre de formation de Manchester United, avec la promotion du défenseur Tyler Blackett ou encore des attaquants Jesse Lingard et James Wilson. La preuve que l'investissement sur les centres de formation finit par payer. Alors Manu Petit, on vient de le voir dans le reportage, il y a les clubs qui forment leurs joueurs et puis qui les utilisent, et puis les autres qui préfèrent faire leurs transactions sur le marché des transferts. Oui, enfin, je dirais que l'inflation, la surinflation qui existe sur le marché des transferts, à mon avis, ça va s'épuiser sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les nouvelles régulations, notamment le fair play financier, les grands clubs ont pris pour habitude juste de changer de stratégie. Il y aura toujours des transferts, il y aura toujours des sommes stratosphériques, mais je pense globalement beaucoup de clubs aujourd'hui sont en train de miser au maximum sur la formation parce que c'est la meilleure rentabilité en termes économiques pour un club. On a l'impression que le Barça a un peu changé de stratégie ces derniers temps avec Neymar par exemple. Avec Neymar, mais on s'aperçoit que le Barça a toujours eu un contingent important de joueurs issus de la formation, mais à chaque fois, chaque saison, ils essayent par petites touches d'apporter un élément venu de l'extérieur qui peut amener une plus-value en termes sportifs. Donc, vous savez, le Barça est probablement la seule équipe de dimension internationale, voire mondiale, qui a joué il y a 2 ans avec une équipe 100% issue de la Masia. Et je me rappelle d'une phrase de Luis Van Gaal à l'époque, en 98, lorsqu'il était entraîneur de Barcelone. Il disait « Mon rêve, c'est de voir un jour le FC Barcelone jouer avec un effectif 100% Masia ». Ça a été fait en 2012, donc c'est un exploit quand même que personne n'a réussi à faire jusqu'à présent. Allez, on passe tout de suite au foot allemand. Et en Allemagne, ce week-end, le Bayern de Munich s'adjuge le classique de Bundesliga de buts à 1 contre Dortmund. Wolfsburg s'impose 4-0 contre Stuttgart et Mönchengladbach bat Hoffenheim 3-1. Alors Manu Petit, le Bayern de Munich s'est adjugé la victoire face au Borussia Dortmund 2-1. Malgré un léger mieux, les jaunes et noirs et puis l'ouverture du score, eh bien, ils n'ont pas du tout réussi à tenir sur la distance. Que se passe-t-il ? Non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Le Borussia, qui sont relégables à l'heure actuelle, c'est quand même... C'est impressionnant, ça n'a rien d'y comprendre parce qu'ils affichent une forme étincelante en Champions League et en championnat, c'est une équipe qui est fantomatique. Donc les erreurs qu'ils reproduisent en championnat, ils ne le font pas en Champions League. Donc est-ce que les joueurs choisissent leur match, qu'ils sont plus concentrés, plus déterminés lorsqu'ils jouent la Coupe d'Europe? Probablement, mais ça n'explique pas tout non plus. Donc il y a eu une multitude de blessés depuis le début de saison. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés avec des méformes vraiment d'un point de vue physique. Donc ça peut expliquer beaucoup de choses en championnat, mais pas tout non plus. Donc je crois qu'il y a une remise en question en profondeur de la part des joueurs du Dortmund s'ils veulent absolument se sauver et sauver leur peau. Mais c'est vrai que ça s'annonce quand même difficile pour être européen cette année. Oui. Alors, mis à part ce match de standing Lies-Barenboim, ce que la presse a relevé, c'est Ribéry qui a été victime d'une agression. Racontez-nous. Oui, et le Français n'est pas rancunier. Le site Eurosport nous rapporte les faits. Lors d'un match de Coupe d'Allemagne contre Hambourg, le milieu français a été insulté et bousculé par un intrus qui a fait irruption sur la pelouse pendant le temps additionnel. Le supporter lui a lancé son écharpe au visage. Il lui a fait des bras d'honneur avant que les agents de sécurité n'interviennent. Hambourg, par la suite, s'est excusé auprès de Ribéry sur Twitter, ce à quoi Ribéry a répondu en minimisant l'affaire. Il a dit que c'était pas si grave et cette maîtrise de soi a payé puisqu'il a marqué le 3e but de Munich. Alors Manu, vous pensez que le self-control c'est important sur le terrain? C'est partie des qualités d'un grand footballeur? C'est même surprenant, je veux dire... Franchement, moi je suis épaté par le comportement de Ribéry parce qu'il nous a souvent habitués à des réactions à coups de sang en fait. Et puis là, bizarrement, il se fait agresser. Sur le terrain, il ne répond pas et même après, lors du point presse, il ne met pas de l'huile sur le feu, donc c'est tout à son honneur. Mais moi j'ai une question, je me dis, elle est où la sécurité?
Et si cette personne était rentrée avec un couteau sur le terrain, il sera devenu quoi exactement? Donc je me pose vraiment des sérieuses questions à l'heure actuelle dans le football moderne sur la sécurité des joueurs et des supporters parce qu'on assiste chaque semaine à des débordements. Ouais. D'autant, Lise Barenbaum, que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Hein. Oui, des altercations entre joueurs et supporters, il y en a eu dans l'histoire du football et parfois ça se passe un peu moins poliment. Le Figaro. Justement, on va regarder Cantona, oui, la réaction en de 92. Oh, what's going on here? Cantona is getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Et oui, on se souvient tous de ça, Manu Petit. Hein. Vous parlez de Eric Cantona? Oui. C'est vrai qu'à l'époque, il était plus karatéka que joueur de foot. Mais bon, il s'est bien rattrapé par la suite. Hein. Merci beaucoup, Manu. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le reste de l'actualité du foot. Avec vous, Manu Petit, évidemment, pour votre expertise. Et puis vous, Lise Barenbaum, pour le tour de la presse. En attendant, restez avec nous car l'info, c'est maintenant.